Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Aujourd'hui, c'est un nouveau match politique qui vous attend avec d'un côté Xavier Spanghero, l'un des espoirs de la politique toulousaine. Il est le président des jeunes actifs UMP sur la Haute-Garonne. De l'autre, François Briançon, adjoint au maire de Pierre Cohen, chargé des sports, mais aussi président conseil municipal du groupe socialiste, radical et républicain. Ils vont tous les deux débattre sur le premier bilan de François Hollande. Ça vous intéresse de connaître leur opinion? Moi aussi, alors suivez-moi. Bonjour, bienvenue à vous deux. Bonjour Xavier Spanghero. Bonjour François Briançon. Bonjour. On est là pour tirer un premier bilan ensemble de François Hollande. Donc on fait un petit flashback. Mai dernier, François Hollande devenait président de la République. Un changement puisqu'on avait connu deux mandatures avec Jacques Chirac, une mandature avec Nicolas Sarkozy. La première question s'adresse à François Briançon. En mai dernier, quand François Hollande a été élu, ça a été quoi votre première réflexion? C'était ouf? Très franchement, on s'y attendait un peu au résultat du premier tour et la dynamique de campagne. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, tout le monde avait quasiment le résultat vers 17 h. Donc on n'a pas la joie de découvrir le visage du nouveau président, comme moi je l'ai vécu tout petit en 1981. C'était pas la même ambiance, voilà, c'était pas la vraie surprise. Ah, François Hollande. On s'y attendait, on sentait qu'il y avait un désir d'alternance. Donc c'est surtout peut-être un sentiment de dire bon, mais maintenant on y est, on a voulu le ballon, on l'a et il faut y aller. Voilà, c'était surtout ça, moi, le sentiment que j'avais, je crois le sentiment qui prédominait chez beaucoup de mes amis. Xavier Spanghero, vous, comme François Briançon, vous vous attendiez à la défaite? Oui. Oui et non, on y croit toujours jusqu'au dernier moment, parce que sur les derniers meetings Nicolas Sarkozy, à Toulouse, on attendait 3 000 à 4 000 personnes, on a eu le double. Au Trocadéro, il y avait une foule pas possible, une mobilisation. Les gens étaient mobilisés, on avait beau retour. Il y a toujours un espoir. Bon, on a senti, comme l'a dit M. Briançon, le désir d'alternance. On a lutté jusqu'au bout. Bon, je pense que le score est honorable, mais bon, malheureusement, on n'a pas réussi à dépasser les 50. Alors maintenant, on est dans le dur. François Hollande est aux affaires avec Jean-Marc Ayrault. Ces premiers mois de gouvernance, vous les vivez comment, Xavier Spanghero? On parle beaucoup du changement de personnalité à la tête de l'État, on parle du fameux président normal. Vous, elle vous inspire quoi, la personnalité de François Hollande? Eh bien, moi je la cherche, la personnalité de François Hollande. Je pense qu'on a un président qui est intelligent, qui a vu la vague anti-sarkozyste tôt, qui a surfé dessus et qui s'est mimé, on va dire, il a pris les habits de l'opposé de Nicolas Sarkozy. Donc il a joué toute la campagne en étant le contraire de Nicolas Sarkozy. Il a été élu et maintenant il continue à faire le contraire de ce que fait Nicolas Sarkozy. Alors il y a ses vacances, il y a son style, il y a les trajets, la photo officielle. Et pour moi le gros problème aujourd'hui de François Hollande, c'est qu'il n'a pas justement les habits de président. Il est resté dans cette opposition à Nicolas Sarkozy et il transforme Nicolas Sarkozy, enfin il le laisse en référence. Aujourd'hui, tout ce qu'a fait François Hollande, y compris les premières mesures symboliques, c'est contraire à ce que faisait Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy reste la boussole nord. C'est un peu comme si François Hollande avait une boussole. Lui, il prend le sud à chaque fois. Et la référence de tout le monde, c'est Nicolas Sarkozy. François Hollande, pour moi, il n'est pas encore président de la République. Il n'a pas de personnalité propre. On peut chercher. Peut-être que François Briançon va nous aider sur certains éléments de personnalité du président. On se cherche, voilà. Alors François Briançon, est-ce que vous avez la même boussole que Xavier Spanghero? Je dois vous avouer que la question des personnalités des hommes politiques me paraît secondaire par rapport au dossier qu'ils ont à traiter. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, et ce qui est vrai pour François Hollande était aussi vrai pour Nicolas Sarkozy, c'est qu'on s'intéresse davantage à leur action, à la réalité de l'action, qu'on l'apprécie, qu'on ne l'apprécie pas, qu'on la juge, qu'on la commente, ça c'est tout à fait normal, mais qu'on passe notre temps à commenter les personnalités, les vies personnelles des présidents. Ce qui était vrai pour Nicolas Sarkozy comme François Hollande me paraît un peu hors sujet. Moi, je ne sais pas si Xavier connaît personnellement Nicolas Sarkozy, moi je connais un peu François Hollande, je suis pas un de ses intimes bien sûr. J'ai fait partie des jeunes responsables socialistes qu'il a fait rentrer au Conseil national, au Congrès de Dijon, j'ai souvent travaillé avec lui.
voilà, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de profondément intelligent, c'est vrai, c'est un économiste, voilà, c'est quelqu'un qui, en avis, a les qualités pour pouvoir réussir dans une situation très compliquée. Voilà, c'est ça qui me paraît relativement important. Mais par contre, François Briançon, la personnalité, ça joue aussi sur l'action. Bien sûr. Tout le débat sur la normalité qu'on entend dans les médias, etc., bon, est-ce qu'il faut s'étonner qu'on ait en France un président normal, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme vous et moi, comme nous autour de la table, voilà. Est-ce que c'est finalement un débat sur François Hollande ou est-ce que c'est plutôt un débat rétroactif sur ce qu'était Nicolas Sarkozy? Je ne suis pas sûr que l'essentiel soit là. Voilà, chacun a sa personnalité. François Hollande a des qualités, a des défauts. Nicolas Sarkozy avait des défauts, il a aussi des qualités. Mais je pense que ce qui est important, ce sont les dossiers de fond et la façon dont les femmes et les hommes qui sont en responsabilité les abordent, ce qu'on en fait de juger leur action. Et je trouve qu'on a un peu trop tendance, notamment certains nouveaux confrères de la presse, à en faire beaucoup sur des domaines qui ne sont pas essentiels, qui peuvent être importants. Alors, ce qui poserait problème si on disait on est un président de la République qui n'est pas courageux, qui n'a pas de volonté, voilà. Bon, il a montré, je crois, sur les premiers mois d'activité, notamment à l'échelle européenne, que c'était quelqu'un qui savait tenir le manche et qui pouvait être en responsabilité et incarner la France. Après, on est d'accord ou pas, et ça c'est normal avec ce qu'il fait. L'essentiel, de mon point de vue, est là. Alors justement, parlons des dossiers. Aujourd'hui, la France et l'Europe connaissent une crise sans précédent, tout le monde s'accorde à le dire. Nicolas Sarkozy le disait pendant la campagne, François Hollande l'a également dit, Jean-Marc Ayrault a dit, c'était sur RTL, je crois, il y a 2 jours, a dit que la crise est même plus grave que ce qu'on pensait. Aujourd'hui, François Hollande a annoncé un certain nombre de mesures, notamment sur l'emploi, qui est la priorité des Français si on en croit tous les sondages, avec des premières mesures, avec l'arrivée du contrat génération, des contrats d'avenir, avec un renforcement des moyens au niveau du Pôle emploi. C'est la priorité, François Briançon. Oui, là, il ne faut pas nier que la situation est gravissime. Je pense que personne ne doit le nier. Peut-être que d'ailleurs les Français, y compris à Toulouse, dans une région qui est plus protégée que d'autres de par une activité économique autour de l'aérospatiale qui est certes en difficulté, mais en tout cas peut-être moins que dans notre région française, mais la situation est grave. Voilà, la situation est grave et qu'à partir de là, il fallait effectivement prendre un certain nombre de mesures et de décisions. Grosso modo, ce qu'essaie de faire le gouvernement, c'est de jouer sur 3 leviers. Le premier, c'est la question du déficit, c'est-à-dire prendre des mesures rapidement pour pouvoir réduire les déficits et permettre une relance économique. La deuxième, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire essayer de redistribuer et de redonner surtout à ceux qui ont le moins la capacité de pouvoir vivre, de consommer, d'augmenter le pouvoir d'achat. Et la troisième, vous l'avez dit, c'est la question de l'emploi, et essayer de voir comment on peut favoriser la création d'emplois et donc indirectement de richesse et de profit pour les entreprises. C'est autour de ces 3 leviers qu'il faut travailler dans une situation qui est très complexe, personne ne le nie. Alors, sachant que Xavier Spanghero, que forcément tous ces leviers sont liés, puisque Jean-Marc Ayrault explique que si on fait les fameux contrats d'avenir et les contrats de génération que vous discutez, vous, à l'UMP, c'est justement pour relancer le fameux pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce que vous dites, vous, à ces mesures qui ont été annoncées? Bon, tout d'abord le contexte. On a un contexte de forte hausse du chômage. Février, mars, avril, on a augmenté en 10e de point le chômage. Depuis l'élection de François Hollande, c'est plus 1,2 en mai, plus d'1 point en juin, plus d'1 point en juillet. Oui, ça par contre, vous ne pouvez pas dire que c'est la faute à François Hollande. Donc j'en suis persuadé. Je veux dire, il y a une adaptation. C'est clair. On a un problème des entreprises que je connais bien. Il le dit, mais il ne le prouve pas. Mais je vais vous le dire. Je veux dire, le problème qu'on a qui est majeur aujourd'hui, c'est la compétitivité des entreprises. Les entreprises françaises ne sont pas compétitives. Elles perdent des marchés tous les jours. Le coût du travail est trop cher. Je ne vais pas vous refaire, tout le monde connaît l'état global de l'industrie et des entreprises en France. On avait un président sortant, Nicolas Sarkozy, qui avait mis en place la TVA sociale pour alléger les charges patronales, qui avait mis les heures sub défiscalisées, qui voulait mettre des accords de compétitivité en place encore pour la compétitivité des entreprises. Voilà. Et là, le 6 mai, branle-bas de combat, on fait marche en arrière sur la compétitivité parce que moi j'ai lu le programme socialiste, je n'ai rien vu qu'aide les PME être plus compétitives, ni les grands groupes. Et à la place, on met 30 milliards d'impôts nouveaux. Bon, au niveau des sociétés, il y a des arbitrages, on l'a vu, les plans sociaux, ça n'arrête pas, puisque Peugeot qui produit en France, en Slovaquie, mais on continue de produire en Slovaquie où le coût du travail est plus bas. Ils s'arrêtent pas, ils avaient peut-être été suspendus le temps de la campagne. Mais oui,
Mais qui dit, mais moi je ne pense pas que Peugeot aurait licencié 8000 personnes si Nicolas Sarkozy avait été président. À travers l'UMM, qui est le syndicat de Peugeot, ils avaient réclamé des baisses de charges patronales. Nicolas Sarkozy avait donné raison. On a un président et un gouvernement qui vont faire le contraire. Les entreprises s'adaptent, la hausse du chômage elle est immédiate. Les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas, dans le temps de crise qu'on est, 3 mois, 6 mois, 9 mois pour s'adapter. Il faut s'adapter tout de suite. Je pense qu'il y a une responsabilité gouvernementale aujourd'hui à la hausse du chômage qui est présente, que ce n'est pas les arriérés de Sarkozy, que c'est vraiment la politique de Hollande. François Briançon. Oui. Parce que l'attaque est grave, puisqu'en fait, ce que dit Xavier Spanghero, c'est que les premières mesures annoncées font qu'il y a davantage de plans sociaux. Oui, l'attaque est grave, mais elle n'est pas très sérieuse. C'est-à-dire, aujourd'hui, imputer à François Hollande la responsabilité, après 100 jours d'exercice, et au milieu d'ailleurs des congés estivaux, d'un certain nombre de licenciements qui étaient programmés, annoncés, qui n'ont pas été une surprise pour aucun syndicaliste dans les entreprises concernées, me paraît un peu compliqué. Mais bon, l'essentiel n'est pas là. Là où je suis d'accord avec Xavier, c'est qu'effectivement la situation est grave et qu'il faut créer les conditions d'une reprise économique. Alors, prélèvement sur les entreprises supplémentaires, oui, effectivement, on a un certain nombre d'entreprises qui, dans ce pays, les grandes entreprises font un certain nombre de bénéfices importants, et il me paraît tout à fait normal, comme les Français les plus aisés, les contribuables les plus fortunés, que dans une période difficile, on s'adresse à eux pour aider à la solidarité nationale, à la relance de l'économie. C'est ce que le gouvernement essaie de faire. Il n'a jamais été question d'aller ponctionner de façon supplémentaire les toutes petites entreprises. Moi, je suis chef d'entreprise d'une petite PME, ma fiscalité, elle ne change pas depuis que François Hollande est président de la République. Elle a d'ailleurs changé quand Nicolas Sarkozy l'était avec la réforme de la taxe professionnelle. Mais au-delà de ça, je ne veux pas polémiquer. Ce qui est important, c'est cette capacité à être solidaire dans une période qui est importante, à relancer l'économie, à travailler sur les déficits, et puis à donner la chance de rentrer sur le marché du travail par des dispositifs emploi d'avenir, contrat de génération, qui sont effectivement des dispositifs qui ne sont pas la solution, mais qui à un moment donné, sur une catégorie de population en situation très précaire et qui n'ont pour certains jamais accédé au marché de l'emploi, leur permet de mettre un pied dans le monde professionnel. Donc tout ça va dans le bon sens, c'est un effort. Est-ce qu'il sera suffisant? C'est en partie la gravité de la crise qui va nous le dire, et sachant que beaucoup de ces... Alors sachant quand même que François Hollande s'est donné pour objectif une relance sous 2 ans. Une relance sur 2 ans, bien sûr, oui, oui. Il l'a confirmé lors de sa dernière conférence de presse ou interview sur TF1. Sachant aussi, et j'en termine par là, que cette relance, elle ne peut pas être franco-française. La solution, elle n'est pas à l'intérieur de nos frontières. Et c'est bien sûr à l'échelle européenne qu'il faut relancer, et c'est ce qu'a fait François Hollande avec le pacte de croissance. Alors, vous n'avez pas la même carte politique, mais vous avez un point commun, c'est le monde de l'entreprise. Xavier Spanghero, on va commencer par vous, les fameux contrats de génération et les contrats d'avenir. Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement? Les contrats, ça va aider des entreprises, mais ça ne créera pas d'emploi. Pour les contrats de génération, je le prends clairement. Aujourd'hui, où est-ce qu'on a de l'embauche? On a de l'embauche sur des techniciens réseau, sur de l'internet, de la web communication, des nouvelles technologies, des nanotechnologies, du biomédical, et pour les emplois, on va dire, moins qualifiés, sur des services à domicile par exemple. Bon, moi j'ai des amis qui ont des entreprises de communication, de web et tout, où il y a 40, 50, 100 salariés, c'est 30-35 ans la moyenne d'âge. Le contrat de génération, il ne servira pas. Le contrat de génération, il va servir dans l'industrie automobile par exemple, où on a beaucoup de seniors, mais l'industrie automobile, aujourd'hui, elle n'embauche pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un va quitter l'entreprise et qu'il y aura un renouvellement à faire, on trouvera un senior, on montrera un contrat de génération, et il y aura une embauche. Il n'y aura pas de création d'emploi, puisque ce sera un nouveau qui rentrera avec des aides pour l'entreprise, et qu'en contrepartie, il y aura un départ. Donc, moi, ça, j'y crois pas. Les emplois d'avenir, créer des emplois s'il n'y a pas de besoin, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais été une solution qui a perduré. Je veux dire, on va sortir 150 000 personnes du chômage pour trouver un emploi. Et à la fin du quinquennat, ils reviennent au chômage. Oui, Xavier Spanghero, les associations ont quand même besoin, on le sait, de personnel, notamment dans les quartiers, etc. Et ces fameux contrats d'avenir peuvent servir... 3 milliards par an ou 2 milliards, je ne sais pas, on verra, de contrats d'avenir annuels. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux aider les entreprises en baissant les charges, en les aidant à embaucher des emplois pérennes, puisque le problème de l'emploi, c'est la pérennité aussi, plutôt que les mettre dans les emplois où on ne sait pas s'il y a vraiment un besoin ou pas. Et puis c'est arbitraire.
les emplois d'avenir, à qui on les donne, sous quels critères, etc. Alors, il y a deux sujets. Sur les contrats de génération, il est quand même un peu trop tôt pour prédire l'échec d'un dispositif qui n'a non seulement pas été mis en place, mais surtout pas négocié par les partenaires sociaux. Donc c'est dans la négociation entre les salariés des organisations patronales et les organisations syndicales que va s'opérer le dessin définitif du dispositif. On le mettra en place et à ce moment-là, on pourra juger si effectivement ou pas. Voilà. Donc moi, je ne tire pas de plan sur la comète. Je pense que tout ce qui va dans le bon sens de permettre à des gens, puisque les contrats de génération, ils vont s'adresser à des jeunes, mais également à des seniors, qui sont donc des plus de 57 ans en situation d'échec par rapport à l'emploi, et dont on sait pour certains d'entre eux, il ne faut pas se raconter d'histoire, qui sont économiquement condamnés à ne pas retrouver d'emploi dans l'ambiance dans laquelle on vit si on ne crée pas des dispositifs. Donc je pense que ça peut aller dans le bon sens et qu'il faut laisser ce dispositif se mettre en place avant de le juger, de voir ce que ça peut donner. Sur les contrats, allez-y. Non, ça ne me dérange pas de reprendre. J'allais terminer sur ce point. Sur les contrats les contrats d'avenir, c'est un dispositif qui a déjà été expérimenté, type emploi jeune, etc. L'objectif, effectivement, est de permettre l'accessibilité à des jeunes souvent sans formation d'accéder au marché du travail. Et d'avoir la fameuse première expérience. Voilà, d'avoir la fameuse première expérience et après, effectivement, d'essayer de construire, comme on le fait tout un chacun, un parcours professionnel. C'est un dispositif qui me paraît intelligent, qui répond à des besoins dans le secteur public, mais aussi dans le secteur marchand, puisque le secteur marchand n'est pas oublié dans ce dispositif, même si le montant de l'aide, c'est 75% je crois d'un côté, 35% de l'autre de mémoire, je peux me tromper sur les chiffres, n'est pas la même, mais c'est un dispositif qu'on a expérimenté et honnêtement sur les analyses que j'ai vues moi après le dispositif emploi jeune qui avait plutôt bien porter ses fruits. Voilà. Alors, là aussi, ce n'est pas la solution, bien sûr, au problème de l'emploi, ce n'est pas la solution au problème des entreprises, mais c'est une solution qui, à mon avis, vaut le coup d'être menée. Moi, si on part sur le contexte, c'est quelque chose qui me dérange. Les organisations patronales, elles estimaient, à mon avis, en 2012, ça sera beaucoup, mais en 2011, qu'il y avait 800 000 places non pourvues, 800 000 postes. Soit parce que les métiers étaient pas assez attractifs, ils ne trouvaient pas d'embauche, donc c'est l'hôtellerie, la restauration, le BTP, les métiers difficiles, soit aussi pour des raisons géographiques où les postes ne correspondaient pas au profil qu'ils avaient sur place, soit parce qu'on manquait de formation. Bon, aujourd'hui par exemple, des ingénieurs et des techniciens réseau, il en manque partout en France et on n'en produit pas assez. Donc, je pense qu'on n'est plus à 800 000 en ce moment avec la crise qu'il y a, on n'est plus à 800 000 recherches de postes, mais admettons qu'il reste encore 500 ou 600 000. Moi, il me paraît plus intéressant de prendre les offres d'emploi, les demandes d'emploi et de travailler soit à réhabiliter les métiers manuels et difficiles et à envoyer les gens là où il y a un vrai besoin de travail, soit de les former vers des métiers qui sont des métiers d'avenir, puisqu'on est sur des croissances à 2 chiffres sur certaines activités, plutôt qu'aller créer 150 000 ou avec 150 000 postes de fonctionnaires bis, quoi. Alors que la France, c'est déjà en proportion, c'est 2 fois plus de fonctions territoriales dans la population active que l'Allemagne. On ne s'adresse pas au même public, c'est là qu'est l'erreur, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas au même public, qu'on s'intéresse effectivement, et je suis d'accord, à des besoins, des niches sur lesquels il peut y avoir des créations de 500 000, 800 000 emplois sur nouvelles technologies, sur un public qualifié, etc. Mais là, les emplois d'avenir ne s'adressent pas à ce public-là. On s'adresse à un public qui n'est pas formé, souvent dans des quartiers difficiles, qui a besoin d'accéder à l'emploi. Quand je dis que l'an dernier, on estimait l'organisation patronale à 800 000 postes où on cherchait des emplois, dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans la restauration, moi je vous assure, je connais plein de chefs d'entreprise qui sont preneurs sur des métiers non qualifiés. Le problème qu'ils ont, c'est que c'est pas assez rémunéré. Donc là, il faut qu'on ait une réflexion globale sur la valorisation du travail par rapport à l'assistanat, ou alors c'est trop difficile. Ou alors, ou alors il y a des contraintes d'heures, et des fois il y a des contraintes aussi de transport. D'accord, ça c'est des choses qui peuvent être revues dans la négociation salariale, c'est pas de la responsabilité forcément du gouvernement d'aller, voilà. Pas du tout, mais je veux dire, pourquoi faire l'effort à aller créer 150 000 nouveaux emplois factices, alors qu'on aurait plein d'emplois... Mais ils ne sont pas factices, ils correspondent à des vrais besoins. D'abord, en termes d'emploi, voilà, on ne va pas créer des emplois pour créer des emplois, ce ne sont pas des gens qui vont arriver, qui seront dans un bureau, qui vont regarder une feuille toute la journée, rentrer chez eux. Ce ne sont pas des emplois fictifs. Ce ne sont pas des emplois fictifs, ça. Franchement, enfin, les gens qui ont bénéficié des emplois jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Et là, qu'est-ce qu'ils feront après? J'en connais beaucoup, et notamment dans l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, qui est celui d'Internet.
Je veux dire, beaucoup de gens, moi que je connais, je travaille dans ce milieu-là, ont accédé à une carrière professionnelle parce que la clé d'entrée, effectivement, était d'abord dans une association. Alors, il se trouvait que c'était le début de la technologie, et ça tombait effectivement bien, ou dans une collectivité locale, à des emplois de webmaster, etc. Et après, ils se sont développés. Je crois que ça vaut le coup d'être. C'est une expérience qui vaut le coup d'être tentée, d'autant plus. Et il ne faut pas l'oublier, c'est que les chefs d'entreprise, on le sait, vous êtes dans le secteur privé, moi aussi, on a aussi à notre disposition un certain nombre de moyens qui ne sont pas toujours suffisants, je veux bien le concevoir, mais qui permettent aussi l'embauche de personnes, d'exonération sur les premiers emplois, etc. Ces dispositifs, ils existent. Dernier point par rapport aux formules ou en tous les cas aux réformes annoncées par François Hollande, la réforme fiscale que tout le monde attend. Les premières mesures qui ont été annoncées, les retours qu'on a du côté de l'UMP, c'est les classes moyennes vont être touchées. Voilà. Du côté Parti Socialiste, on dit le contraire, on dit c'est les riches chez qui on va prendre l'argent. Alors Xavier Spanghero, qui va être touché par les réformes que va engager le Parti Socialiste? Tout le monde, sans exception. Moi je pense que c'est un mur fiscal qui va faire du mal, et beaucoup plus de mal, contrairement à ce qu'on peut penser, aux classes populaires qu'aux classes aisées. Bon, on va passer sur le fait que les grandes fortunes, si on les impose à 75%, soit elles quittent la France, on vient de le voir, soit elles ont des armées de fiscalistes qui vont les aider encore à trouver de nouvelles solutions. C'est la Belgique qui va être contente. Ah, c'est sûr, l'immobilier de haut de gamme belge et suisse est super content de l'élection de François Hollande, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'embête dans ce choc fiscal, donc moi je pense que les plus riches ne paieront pas, ils trouveront toujours des solutions, et que ça va se retourner sur les classes populaires. Au niveau des entreprises, François Hollande, cette semaine, avec Jean-Marc Ayrault, ils ont annoncé 10 milliards de prélèvements supplémentaires. Mais les entreprises qui ont payé plus d'impôts, ça va bloquer les salaires. La fin de l'exode sup, ça va bloquer les salaires, etc. etc. Je pense qu'on prend le problème à l'envers. Moi je suis d'accord, on est tous d'accord, il faut plus de rentrée fiscale parce qu'on a un problème de budget à équilibrer et qui n'est pas équilibré. Mais pour moi, plus on va augmenter les impôts, moins on va avoir de rentrée fiscale. Parce qu'on a des seuils d'impôts qui sont déjà très hauts, très forts. Et cette imposition supplémentaire va... Et comment on fait plus d'entrée fiscale sans les impôts? On va pas les piller, les prendre. Parce que vous prenez le problème à l'envers. Le vrai truc, enfin la vraie solution, c'est que les entreprises, elles soient en bonne santé. Une entreprise qui est en bonne santé, où il y a de la croissance, eh bien, elle fait plus de résultats, elle paie plus d'impôts, elle augmente ses salaires, et ses salariés baissent plus d'impôts. Alors je suis d'accord qu'il faille enlever certaines niches qui sont obsolètes maintenant, etc. Bon, on peut le faire. Si une entreprise fait des bénéfices et qu'elle augmente pas les salaires, qu'est-ce qu'on lui dit? On peut la ponctionner alors. Mais si la richesse créée est uniquement destinée à être distribuée. Mais en général, en situation de croissance, empiriquement, les salaires... Dans l'entreprise, on va prendre un exemple ici, c'est Sanofi. C'est ce que j'allais dire. Qui fait 6 milliards d'euros de bénéfices et qui va licencier. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de dire à Sanofi, non seulement vous maintenez l'emploi, mais en plus, on va vous ponctionner un peu pour lancer l'économie? Ben, on est d'accord. On est d'accord avec Jean-Luc Moudenc. Oui, non, mais si vous voulez, non, mais sur le problème global, moi je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est surtout pas rajouter de l'imposition aux classes moyennes qui paieront avec les heures supplémentaires, mais avec le gel des barèmes d'impôt sur le revenu, et avec tout ce que les plus riches, les propriétaires fonciers, etc., renverseront d'impôts sur les classes moyennes. Parce que les gens qui sont en haut, ils seront toujours pour faire payer ceux d'en bas. Et en bas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a moins d'argent, et ça va casser la consommation. Ça va casser la consommation. Les entreprises aujourd'hui, elles ont peur d'une récession qui arrive, je pense, inéluctablement. Elles ont gelé les embauches, elles n'ont pas confiance dans la politique économique du gouvernement, et l'un dans l'autre, on aura monté les impôts, on aura peut-être même moins d'entrée fiscale. Moi je pense que la solution aujourd'hui, c'est de travailler à la compétitivité des entreprises et aux problèmes de taille critique des entreprises, de trésorerie, etc., pour que les entreprises se développent, qu'elles soient en bonne santé, que leurs salariés ils soient bien payés et que tout ça fasse plus de rentrée fiscale. Il y a une dichotomie, même une schizophrénie dans la politique de François Hollande. Il nous dit d'un côté, je vais relancer l'économie, et de l'autre côté, il nous dit, je vais augmenter les impôts de manière très forte. Il n'y a pas un exemple, si vous voulez, c'était un exemple d'un pays occidental qui, depuis la Deuxième Guerre, a réussi à relancer l'économie tout en augmentant les impôts. Les deux à la fois, c'est impossible. Si plus on augmente des impôts, moins il y a de croissance. Alors, je ne sais pas si François Briançon est schizophrène, mais pour répondre à Xavier Spanghero, 2 points François Briançon, vous parliez de Sanofi.
mais les exemples que cite plutôt Xavier Spanghero, c'est plutôt tout ce qui touche aux PME et aux TPE. Donc on se doute qu'il y a une différence de traitement entre les grosses entreprises et gros groupes mondiaux et les TPE et PME. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, est-ce que vous pensez que les classes moyennes vont être touchées par vos mesures? Il a raison de dire qu'on ne peut pas à la fois vouloir relancer l'économie et augmenter la fiscalité. Mais ce n'est pas ce que fait le gouvernement. Le gouvernement dit à la fois je veux relancer l'économie et je veux augmenter la fiscalité sur les contribuables les plus aisés et les entreprises qui font les plus gros bénéfices. C'est là où il y a le débat. Voilà, c'est là où il y a le débat. Alors après, je connais le discours politique, ça fait plaisir parce que ça montre qu'il y a toujours une différence entre la droite et la gauche en disant on globalise tout, ces entreprises qui vont prendre, etc. Non, je veux dire, le discours du gouvernement, il est clair. Bien entendu, on ne va pas les pénaliser dans une compétition économique difficile, des entreprises de taille réduite qui ont du mal à ne serait-ce qu'à faire des bénéfices, se développer, etc. Et on va leur permettre de concentrer leur richesse, leur potentiel, leurs bénéfices sur le développement de leur activité. On s'adresse, comme pour les contribuables les plus aisés, à des entreprises qui réalisent des millions, des milliards de profits. C'est ça que dit le gouvernement. Et par ailleurs, il faut aussi de dire qu'on va pénaliser l'ensemble des classes sociales de notre pays. Enfin, ce gouvernement vient de consacrer 70 millions d'euros à la relance, par exemple, de l'allocation de rentrée scolaire qui a été augmentée de 25%. Ce n'est pas une pénalisation, c'est un plus pour le pouvoir d'achat. Donc je pense qu'il ne faut pas tout amalgamer et tout réduire à une simple expression, mais rentrer vraiment dans le détail des mesures pour voir effectivement ce qu'elles sont. Dernier point, messieurs, c'est le point le plus politique, puisqu'on est obligé d'en parler. Dans la première partie de cette mandature de François Hollande, on a assisté quand même, on ne peut pas le nier, à quelques couacs dans le gouvernement. Et aujourd'hui, on a l'impression que les choses se tendent avec certains partenaires, dont les écologistes. On l'a vu par rapport aux questions environnementales, on le voit aussi avec la question du fameux traité européen. François Briançon, est-ce que vous pensez que sur la durée, les accords que vous avez avec vos partenaires vont pouvoir durer? Oui. Vous êtes confiant? Ah oui, oui, tout à fait. Bon, je veux dire, du débat dans toute équipe, dans tout groupe, il y en a. C'est vrai à l'UMP, c'est vrai au PS, c'est vrai au sein de la municipalité de Toulouse, c'est vrai dans tout groupe humain, il y a forcément du débat et je crois que personne ne souhaite qu'il y ait forcément une pensée unique. Voilà. Donc il y a des débats dans la majorité, il y a un certain nombre de personnes à l'intérieur de la gauche française, de façon très minoritaire d'ailleurs aussi à l'intérieur du Parti Socialiste, qui sont depuis longtemps opposés à la façon dont on construit l'Europe et sur les conséquences du traité qui est actuellement sur la table. Donc ça, c'est pas une nouveauté, c'est une surprise pour personne. Sur lequel s'était opposé quand même François Hollande pendant la campagne? Non. Si. Ah non. Alors aujourd'hui, on dit oui que François Hollande a insisté pour le faire modifier, qu'il y est arrivé, etc. Mais c'est ce qu'il avait dit pendant la campagne. Oui. C'est pas pareil. Le traité tel qu'il était ne me satisfait pas, mais je vais me donner les moyens de le faire évoluer, ce qu'il a fait de façon forte, je crois, depuis qu'il est président de la République. Mais qu'après qu'il y ait une partie de la gauche française qui soit en opposition, c'est une nouveauté pour personne, y compris qu'il y ait un certain nombre de personnalités à l'intérieur du Parti Socialiste qui sont plutôt minoritaires. 5-10% du PS qui a toujours été en opposition avec ce modèle de construction européenne, c'est pas non plus une nouveauté. Après qu'il y ait dans la communication gouvernementale des couacs, etc., il y en aura toujours, il y en avait dans tous les gouvernements. Enfin voilà. Bon, l'essentiel c'est que ça avance, je dirais, c'est quand même ça le plus important, quoi. Xavier Spanghero, vous y croyez à l'union entre les partis de gauche jusqu'au bout? Je pense que poser la question. Ah mais je pose la question à tout le monde. Oh, je pense que le vrai problème, bon, qu'il y ait des couacs à gauche ou qu'il y ait des couacs à droite, tout le monde exprime une sensibilité. On est 60 millions de Français, et 60 millions de sensibilité, bon, ça se retrouve. Voilà, ça, je trouve ça normal. Et puis en plus, je veux dire, il faut débattre. Parce que si on trouve les solutions qu'on les impose de manière autoritaire, en général, on prend des mauvaises solutions. Donc il faut se mettre autour de la table, il faut discuter. Moi, ce qui m'embête... Par contre, les questions écologiques ou les questions européennes ne sont pas des sujets neutres, quand même. Non, moi, ce qui me gêne, c'est que là, vous parliez de la gauche entière, mais moi, le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, il y a 40 positions différentes dans le gouvernement, et qu'un gouvernement, ça réclame un minimum de cohésion. Sur quel sujet, par exemple? Je veux dire...
Entre les positions de Manuel Valls et de Madame Taubira, on est sur le grand écart. Sur le nucléaire, on a entendu plusieurs points de vue. Oui, mais Sur le nucléaire, Montebourg. Qu'il y ait un débat entre Arnaud Montebourg et Cécile Duflot sur le nucléaire, en fait, il existait il y a 10 ans le débat, il n'est pas nouveau. Je veux dire, ça n'a surpris personne, j'espère. Oui, mais dans un gouvernement qui est censé avoir... Oui, mais ce qui est important, ce n'est pas le débat, ce qui est important, c'est la décision. La décision a été donnée par le président de la République. C'est ça qui est important, on est d'accord. Oui. Voilà, des débats comme donc ça. Donc vous avez vous me direz, bon... non, mais ça vous dérange qu'il y ait plusieurs points de vue dans le gouvernement? Non, mais de toute façon, c'est forcé, puisque quand on fait un gouvernement où il y a 40 ministres, où il y a pléthore, où on réduit les salaires des ministres, mais on double le nombre de ministres, et, forcément, à 40 personnes, ça commence à devenir compliqué. C'est-à-dire, si on veut un gouvernement cohérent, on fait un gouvernement resserré. Doublé, il n'y avait que 20 ministres dans le gouvernement Fillon? J'ai plus en tête 25, quoi. Ah ouais? Oui, mais alors après, il faut compter les secrétaires d'État. Oui, mais il y a une hiérarchie quand même. Il y a une hiérarchie. Là, on a 39 personnes au même niveau. Non, mais... Oui, mais puisqu'ils sont payés moins cher, vous devriez être comptable. Alors là c'est un coup d'esbrouf monumental parce que le salaire d'un ministre par rapport au coût d'un ministère, c'est quand même très peu à la fin du mois. On s'est perdu sur le fil. Revenons sur les Verts. Et les accords, les couacs qu'il peut y avoir aujourd'hui. Alors sachant que le Front de gauche a quand même refusé, lui, de participer au gouvernement. Oui, donc il a le droit de ne pas être d'accord. Non, il a le droit de ne pas être d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où les Verts ont accepté de rentrer dans le gouvernement, est-ce que les choses vont pouvoir être tenables? Est-ce que sur des sujets forts, on va pouvoir tenir la même ligne? D'après ce que j'en ai lu dans la presse, que j'en entends, les Verts au sein de ce gouvernement, ils ont des désaccords, mais qu'ils avaient avant, ou en tout cas des positions différentes sur les choix qui concernent le nucléaire essentiellement. Sur les autres, moi j'ai pas entendu les Verts, en tout cas les ministres membres du gouvernement, manifester des désaccords sur d'autres sujets importants de l'action de ce gouvernement. C'est quand même ça l'essentiel. Que les Verts, enfin, c'est une surprise pour personne de savoir que les Verts ont une position sur le nucléaire qui est particulière et que ce n'est pas celle du Parti socialiste. Donc François Hollande n'a pas pris la position qu'on a entendue dans les médias sur le gaz de schiste, juste pour calmer les ardeurs Elle est cohérente avec ce qu'avaient dit nos députés à l'Assemblée nationale et d'ailleurs avec ce qu'avaient dit d'ailleurs des parlementaires de droite comme de gauche sur ce sujet. Il y a plutôt d'ailleurs, j'ai l'impression, un consensus à la prudence. Dernière question pour vous deux. François Hollande demain, ça va être quoi, Xavier Spanghero, selon vous? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être très compliqué. Ben voilà, moi je pense qu'aujourd'hui il a une majorité. Mais il a gagné sur l'opposition à Sarkozy, mais il n'a pas gagné sur une adhésion à une politique. Qui plus est, bon, on le sait, il y a le candidat, il y a le président. Le candidat, c'est fini, il faut tourner la page. Le candidat, il n'y avait pas d'immersion entre le public et le privé. Bon, 2 semaines après, on ne connaissait pas le rôle de la première dame, je veux dire. Le candidat, il n'influençait pas sur les nominations au CSA. Il y a 2 semaines, c'est très récent. On a une proche du pouvoir qui a été nommée à un poste important. Bon, la République irréprochable, avec Jean-Marc Ayrault au prix de justice et maintenant Harlem Désir, probable premier secrétaire du Parti socialiste, repris de justice aussi, bon, c'est pas très irréprochable. Et je ne parle pas des problèmes de pouvoir entre la banque Lazare, M. Montebourg, Audrey Pulvar. Là, on ne sait pas trop comment ça se passe, c'est assez compliqué, il faudra clarifier. Les cumuls des mandats. Enfin, ils ont clarifié. Après, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on pense qu'on veut, etc. Ils ont clarifié. Bon, le traité européen, c'est compliqué. L'essence, bon, moi, je l'avais du prix de l'essence, malheureusement, j'ai dû louper une semaine, je n'allais pas profiter. J'espère que je profiterai de la deuxième ristourne. Donc, voilà, bon, il fait une politique quand même relativement assez opposée, voire mensongère par rapport à ce qu'il avait promis. Bon, forcément, il se met l'opinion publique à dos. Bon, et ça, plus un gouvernement qui, moi, je pense, est trop hétérogène pour pouvoir trouver des solutions à la crise actuelle qui est quand même relativement forte et exceptionnelle. Et je pense qu'à un moment, il ne pourra plus faire le grand écart, il faudra plus de cohésion. Et je ne suis pas sûr que Jean-Marc Ayrault soit un Premier ministre qui dure autant que François Fillon. Alors vous parlez de la campagne de François Hollande, elle a un point commun avec François Besançon, c'est que ses tweets font beaucoup de bruit. Je peux répondre? Oui. Juste, je ne sais pas si vous avez fait du droit dans votre vie universitaire. Je crois qu'il faut faire attention avec le mot repris de justice. Voilà, je crois qu'il n'y a pas un mot de repris de justice pour qualifier le Premier ministre ou sur des affaires mineures me paraît un peu exagéré. Non mais il a été
condamné, il faut être juste par rapport aux fonctions qu'il exerçait. C'est pas lui en nom propre. Non, il était condamné parce que pour faciliter l'accession au marché public. Et M. Harlem Désir a touché de l'argent d'association. Faisons attention aux mots qu'on emploie. Alors, François Hollande, demain, on voit que les sondages, François Briançon, sont quand même pas très bons en ce moment, que les Français sont inquiets. On voit même, il y a eu un sondage surprenant où on disait que les Français, à 60%, jugeraient que Nicolas Sarkozy ferait une meilleure politique aujourd'hui. Est-ce que demain, les choses vont changer, François Briançon? Oui, je l'espère. Ben, François Hollande, pardon, François Mitterrand. François Hollande n'est plus là. Quoique parfois on se pose la question. Oui, c'est vrai, il y a des similitudes. François Hollande a annoncé qu'il souhaitait être jugé au bout de 2 ans, après un certain nombre d'engagements. Donc je pense que, comme tout président, comme tout responsable élu par ses citoyens, quel que soit le niveau de responsabilité, il a le droit de pouvoir appliquer son programme et d'être jugé au bout des 2 ans, puisqu'il a fixé cette échéance lui-même, donc en risque politique, on verra dans 2 ans, et puis au bout bien sûr de sa mandature par une nouvelle élection s'il se représente. Ça c'est la logique. Alors ça n'interdit pas bien sûr les commentaires, les sondages, etc. Mais l'important pour moi, c'est que ce gouvernement puisse mettre en place sa politique, la dérouler tel qu'il le conçoit et tel qu'il s'y est engagé par rapport aux Français. L'essentiel de mon point de vue est d'abord là. Donc vous y croyez? Ah oui, bien sûr. Merci messieurs d'être venus sur la web TV du Journal Toulousain et à très bientôt.